Une chance pour la paix ou diplomatie d'urgence absolue? La rencontre Poutine-Trump est déjà destinée à devenir historique. La composition des délégations a été validée des deux côtés. On décortique les principaux points avec nos invités. L'Europe se sent de plus en plus mise à l'écart de ce processus de paix, une situation qui hérite même au sein de l'UE, qui s'accroche toujours à sa rhétorique belliqueuse. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle demi-heure d'information sur RT en français depuis Moscou. Le sommet Poutine-Trump débutera le 15 août par un dialogue en tête-à-tête entre les dirigeants, suivi de négociations entre les délégations. Au cœur des discussions figureront non seulement la crise ukrainienne, mais aussi les enjeux internationaux et régionaux. Les précisions dans notre prochain sujet. Il reste environ une journée avant la rencontre tant attendue entre Poutine et Trump. Des préparatifs intensifs en vue d'un dialogue constructif sont en cours. À la veille des pourparlers, Poutine a tenu une réunion sur le prochain sommet. Le président russe a souligné que Washington déployait des efforts considérables pour parvenir à une solution pacifique à la crise ukrainienne. Il a également souligné qu'il était tout à fait possible de parvenir à un accord avec les États-Unis sur le contrôle des armements stratégiques. L'administration américaine actuelle, comme tout le monde le sait, déploie à mon avis des efforts assez énergiques et sincères pour mettre fin aux hostilités et à la crise, pour parvenir à des accords qui soient dans les intérêts de toutes les parties impliquées dans ce conflit. Il s'agit de créer les conditions d'une paix durable, tant entre nos pays qu'en Europe, et même dans le monde dans son ensemble, si nous parvenons, lors des prochaines étapes, à des accords sur le contrôle des armements offensifs stratégiques. Yuri Ushakov, conseiller du président russe en amont de la rencontre, a détaillé les sujets qui seront abordés lors des discussions. Si le règlement du conflit ukrainien sera au cœur des discussions, les dirigeants prévoient également d'aborder la coopération entre les deux pays, notamment commerciale et économique. Évidemment, les thèmes plus vastes de la paix et de la sécurité seront abordés, ainsi que les questions internationales et régionales les plus urgentes et les plus pressantes. On s'attend à des échanges de vues sur le développement ultérieur de la coopération bilatérale, y compris dans le domaine commercial et économique. Parallèlement, concernant le règlement du conflit ukrainien, selon CNN, Trump n'abordera pas la question territoriale lors de sa rencontre avec Poutine. Selon certaines sources, lors du sommet en Alaska, le président américain abordera la question d'un cessez-le-feu inconditionnel. Deux diplomates européens, familiers avec le déroulement du sommet virtuel, ont déclaré à CNN que lors de l'appel, Trump avait semblé dire qu'il plaiderait en faveur d'un cessez-le-feu inconditionnel dans le cadre de sa rencontre avec Poutine, affirmant qu'il pensait que ce serait une manifestation de bonne volonté de la part de la Russie. Selon les sources, Trump a également déclaré que ce n'était pas à lui de négocier sur la question des territoires ukrainiens. Le lieu où va se tenir le dialogue entre les deux pays est symbolique. Comme l'a souligné le conseiller du président russe, les pilotes soviétiques morts lors du transfert d'équipements américains à l'Union soviétique dans le cadre du programme Pré-Baï ont été enterrés près de la base militaire où se tiendront les négociations. Près de la base militaire où les négociations auront lieu, dans un cimetière mémoriel, 9 pilotes soviétiques ainsi que 2 militaires et 2 civils décédés dans les années 1942-1945 lors du transfert vers l'Union soviétique d'avions américains dans le cadre du Pré-Baï ont été enterrés. La réunion aura donc lieu à côté d'un endroit aussi historiquement important, rappelant la fraternité guerrière des peuples de nos pays. Ushakov a souligné que les négociations débuteraient par un entretien en tête-à-tête entre Poutine et Trump avec la participation d'interprètes. Elles se poursuivront ensuite avec les délégations composées selon la formule 5 contre 5. Les résultats de cette rencontre, tant attendue par le monde entier, seront présentés lors d'une conférence de presse conjointe des présidents. Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, a également souligné avant les pourparlers la motivation des parties américaines et russes à résoudre la crise ukrainienne.
En effet, les délais de préparation de la réunion sont, d'une part, d'une brièveté sans précédent, mais d'autre part, nous nous trouvons actuellement dans une situation aussi sans précédent. En même temps, le président Trump fait preuve d'une perception d'une originalité sans précédent pour résoudre les questions les plus complexes, ce qui est très apprécié par Moscou et le président Poutine personnellement. Le président Poutine ne cesse de répéter que nous privilégions un règlement du conflit ukrainien par des moyens politiques et diplomatiques. Le président Trump, semble-t-il, souhaite sincèrement y contribuer. Dans le cas présent, nous constatons une volonté politique mutuelle de la part des deux présidents de résoudre ces questions par la voie du dialogue. C'est une très bonne chose. Le président ukrainien n'a pas été convié à la rencontre en Alaska. Cela s'expliquerait, selon le Wall Street Journal, par des craintes de Donald Trump qui redoute que Zelensky ne nuise aux négociations de paix. En conséquence, Kiev a peur que les États-Unis ignorent la position de l'Ukraine lors du sommet avec la Russie, écrit le New York Times. Toutefois, les États-Unis ont attentivement écouté l'Ukraine et l'Europe et leur position sur la question de la fin des hostilités. Mais Kiev craint que ses intérêts ne soient lésés par Trump lors de la conclusion d'un accord avec Poutine. L'opposition rapide de Kiev à la déclaration de Trump, selon laquelle il est en train de négocier avec la Russie ce qu'il a vaguement appelé l'échange de territoire, sans aucune mention des garanties de sécurité ou des livraisons d'armes à l'Ukraine, souligne les risques pour les Ukrainiens. Au cours des 6 derniers mois, l'Ukraine craignait que l'idée de Trump d'un accord de paix ne soit un accord conclu directement entre Poutine et lui, tout comme Franklin Roosevelt, Joseph Staline et Winston Churchill avaient divisé l'Europe lors de la conférence de Yalta en 1945. Les craintes que la position de Washington puisse aller à l'encontre des souhaits de Kiev grandissent de plus en plus. Si Trump donne des garanties, ce ne sera pas dans le cadre de l'OTAN. C'est ce qu'a rapporté le journal Politico, citant des sources. Quelles que soient les garanties de sécurité, Trump a clairement indiqué que les États-Unis ne continueraient pas de fournir des armes ou des troupes directement à l'Ukraine, tout en vendant quand même des armes à l'Europe pour qu'elles soient utilisées par Kiev. En outre, ces garanties seront vraisemblablement limitées, ce qui décevra certainement les sponsors de l'Ukraine qui veulent obtenir des assurances plus solides de la part des États-Unis afin d'empêcher une nouvelle invasion russe de l'Ukraine une fois les combats terminés. En conséquence, Zelensky n'a d'autre choix que de tenir davantage de réunions avec ses partenaires européens. Zelensky a été notamment reçu par le Premier ministre britannique le 14 août à Londres. Une bonne rencontre productive avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Nous continuons de coordonner nos positions. Hier, avec tous nos partenaires, et aujourd'hui dans un format bilatéral, nous avons discuté des attentes de la réunion en Alaska et des perspectives possibles. Nous avons également discuté en détail des garanties de sécurité qui pourraient rendre la paix véritablement durable si les États-Unis réussissaient à faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin aux tueries et s'engage dans une véritable diplomatie concrète. Mais rien n'est facile pour Zelensky. La Grande-Bretagne a abandonné l'idée de déployer un contingent militaire en Ukraine dans le cadre de la coalition des volontaires, ce qui a été rapporté par le quotidien britannique The Times. Même de la part de ses partisans les plus fervents, Kiev a aujourd'hui du mal à obtenir ce qu'il veut. À la veille du sommet Poutine-Trump, Kiev, qui n'est pas invité, a désespérément utilisé sa technique favorite, attaquer des infrastructures civiles sans aucune importance stratégique dans les régions russes. Toutes les précisions avec Antoine Clairaut. À la veille de la rencontre événement entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, l'Ukraine tente de montrer qu'elle existe, mais pas forcément de la meilleure des façons. En effet, c'est en visant des cibles civiles sur le territoire russe à l'aide de drones que Kiev semble se préparer à ce sommet, notamment sur la ville de Belgorod, visée par 32 attaques de drones ces dernières 24 heures. Belgorod est seulement à 30 km de la frontière. La frappe à caractère terroriste organisée par l'armée ukrainienne a une connotation politique. Il ne s'agit pas d'une attaque menée par un pays civilisé, mais d'une attaque perpétrée par un voyou habitué à s'en prendre aux civils. La ville du sud de la Russie, Rostov, a également été visée par les forces armées ukrainiennes. Cette fois, c'est avec un drone de type petit avion de tourisme qui a frappé un immeuble d'habitation. Selon des données récentes, après l'attaque de drones contre Rostov-sur-le-Don, des fenêtres et des balcons de 10 immeubles ainsi que des voitures ont été endommagés. 13 personnes ont été blessées, dont 2 enfants. 7 victimes ont reçu les premiers soins médicaux et sont déjà rentrées chez elles. Ces victimes ont également été hospitalisées. 212 personnes ont été évacuées de leur logement. Un centre d'hébergement temporaire a été mis en place pour les habitants de la ville.
Les autorités ukrainiennes démontrent donc leur impuissance face à la difficile réalité du terrain avec les armes qui leur restent, à savoir leur pouvoir de nuisance en prenant pour cible des villes de simples civils loin de tout objectif militaire. Kiev tente de provoquer Moscou en déstabilisant la situation générale. Les frappes sur la centrale nucléaire de Zaporojié, par exemple, se sont considérablement intensifiées, comme l'a déclaré Alexei Likhachev, directeur général de Rosatom. Au cours des 2 ou 3 dernières semaines, nous constatons une forte intensification des activités militaires et des attaques contre le territoire de la centrale nucléaire de Zaporojié, contre ses infrastructures et la ville d'Energodar elle-même. Ces derniers jours, les attaques se sont encore intensifiées. Les tirs d'artillerie ainsi que les attaques de drones ont lieu littéralement toute la journée. La semaine dernière, 3 habitants d'Energodar, dont une retraitée, ont été tués. Cette semaine, les frappes contre le territoire adjacent à la centrale nucléaire de Zaporojié se poursuivent sans cesse. Hier, des explosions ont retenti à quelques centaines de mètres du territoire de la centrale. Les infrastructures sont bien sûr menacées. De plus, des frappes ont été spécifiquement effectuées contre les infrastructures de transport et d'approvisionnement en énergie de la centrale. Le but est clair, une déstabilisation de la situation à l'approche des négociations. Coup dur pour l'industrie militaire ukrainienne et la réputation du régime de Kiev. Que sait-on de l'opération qui a permis à la Russie le démantèlement des missiles ukrainiens Sapsan? La réponse d'Igor Korachenko. Il était censé devenir l'un des fleurons de l'industrie de défense ukrainienne. Le missile Sapsan devait frapper loin, de Minsk à Vladimir, en passant par Toula et même Moscou. Mais cette nuit, celui qui devait viser les Russes s'est retrouvé, ironie du sort, dans leur mire. Lors d'une opération conjointe, le FSB et le ministère russe de la Défense ont rayé de la carte les 4 piliers industriels du programme. Pavlograd touché à 2 reprises, l'usine chimique qui fabriquait et stockait le carburant solide et l'usine mécanique où l'on assemblait les missiles et leurs ogives. Direction ensuite Shostka pour mettre hors service Zvezda, productrice de poudre et charge, puis l'Institut national des produits chimiques, spécialiste du carburant de fusée. Résultat, chaque pièce du puzzle a été méthodiquement retirée. Les actions coordonnées des forces de sécurité russes ont permis d'éliminer la menace de destruction de cibles situées en profondeur du territoire de la Fédération de Russie et de détruire la base technique de production de missiles balistiques à longue portée ukrainiens. Le bilan bien plus lourd pour Kiev que celui infligé par l'opération ukrainienne Toile d'araignée. Celle-ci était une série d'attaques ukrainiennes contre des bases aériennes russes, lancées depuis des camions transformés en plateformes de drones. Les attaques russes, elles, n'ont pas manqué en précision. Les services russes ont obtenu les coordonnées exactes de chaque site, un accès aux caméras de surveillance et même des enregistrements de conversations internes. En temps de conflit, ces usines sont sous cloche, protégées par la défense antiaérienne. Encore fallait-il savoir où et comment elle était déployée. Un enregistrement en dit long. Les employés discutent innocemment de la position et du camouflage des batteries antiaériennes. Нам заедет ПВОшный комплекс типа Патриота на сжигалку. Он как строительный контейнер закамуфлированный. И в случае, если только вам боевую готовность, он открывается. И это будет рэбовская установка против эти все разведчики, которые наводят огонь, она их будет слепить. Plus de missiles, plus d'usines. Un direct au plexus pour l'industrie militaire ukrainienne. Et cela alors que Zelensky répétait comme un disque rayé que la production d'armes était sa priorité. Les drones de combat, les intercepteurs, les missiles de croisière et les missiles balistiques ukrainiens sont des éléments clés. Nous devons tout fabriquer nous-mêmes. Produire, oui, mais avec quel argent et surtout avec quelles compétences? C'est là qu'entrent en scène les amis de l'Ukraine, Berlin en tête du cortège. Il a été établi que grâce au soutien financier de l'Allemagne et à l'assistance de spécialistes étrangers, des entreprises de défense situées dans les régions ukrainiennes de Dniepropetrovsk et de Soumy concevaient et fabriquaient des systèmes de missiles tactiques à moyenne portée, Sapsan, capables d'effectuer des frappes à l'intérieur de la Fédération de Russie. Une histoire digne d'un mauvais vaudeville. L'Allemagne, en pleine crise économique, la pire depuis 75 ans, investit l'argent de ses contribuables dans le rêve militaire ukrainien. Sauf que ce n'est pas une blague. In diesem Bereich
Nous voulons permettre l'utilisation d'armes à longue portée. Nous voulons également rendre possible une production commune. Nous n'en parlerons pas en détail publiquement, mais nous intensifierons notre coopération. Combien d'argent est parti en fumée? Berlin ne semble pas pressé de sortir la calculette. De toute façon, l'addition, c'est pour les citoyens ordinaires. Mais pouvait-il en être autrement? Moscou avait prévenu qu'aucune production de ce genre ne serait tolérée à ses frontières. Aujourd'hui, le message est passé et a été illustré par plusieurs frappes bien placées. Et maintenant, passons aux actualités les plus discutées sur notre site rtenfrançais.tv. Des chirurgiens marocains viennent de créer un nouvel espoir pour les patients en attente d'une greffe rénale, mais dont l'incompatibilité du groupe sanguin empêche la procédure. Effectuée avec succès à Casablanca, l'opération élargit l'accès à la transplantation pour le Maroc et même pour le continent africain. Le plus grand incendie depuis des décennies. Pour Bérou et Panier-Runacher, c'est la faute au réchauffement climatique. L'incendie du massif des Corbières offre à Alexandre Regnault l'occasion de revenir sur les véritables causes des méga-feux estivaux. Face à l'explosion des vols de cuivre, jusqu'à 20 par jour, Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, intensifie la répression contre les gangs, souvent originaires d'Europe de l'Est, qui ciblent câbles télécom et éclairage public, causant chaos et coûts exorbitants. Suivez toutes les actualités du jour à tout moment et où que vous soyez sur rtenfrançais.tv. L'avenir de l'Ukraine se joue peut-être ce 15 août. Les Européens utilisent tous les moyens à leur disposition pour faire entendre leur voix auprès de l'administration américaine. Pas sûr que le message soit passé. Le locataire de la Maison-Blanche souhaite un cessez-le-feu durable, quitte à superviser des concessions territoriales en faveur de Moscou en Ukraine. Le point avec Nadège Abderrazak. L'Europe sombre dans un rôle de figurante sur l'Ukraine. Sur le devant de la scène, on retrouve presque uniquement désormais la Russie et les États-Unis. Vladimir Poutine et Donald Trump doivent en effet se rencontrer ce vendredi 15 août en Alaska pour discuter des modalités d'un cessez-le-feu en Ukraine. Les Européens qui avaient accordé un soutien sans faille et à tout point de vue à Kiev semblent aujourd'hui ignorer, mais tentent le tout pour sauver la face, à commencer par Emmanuel Macron. Le président français appelle à ce que les futures discussions aient lieu sur le sol européen. Enfin, il va donc se battre aussi pour obtenir un rendez-vous à venir. Et donc une trilatérale avec le président Trump et le président Zelensky. Et je pense que c'est un point très important à cet égard et nous souhaitons qu'elle puisse se tenir en Europe, dans un pays neutre, qui soit accepté par toutes les parties. Tous disent vouloir un cessez-le-feu plus ou moins durable. Quant aux concessions territoriales réclamées par le président russe, le locataire de Washington n'est pas contre, mais pour Emmanuel Macron, seul Volodymyr Zelensky peut prendre cette décision pour l'Ukraine. Les questions des territoires occupés seront des éléments déterminants d'une négociation de paix. Elles sont inséparables des garanties de sécurité qui sont apportées au reste du territoire ukrainien et à l'Europe, et qu'elles ne peuvent être discutées sans la présence du président ukrainien autour de la table. Il n'y a pas aujourd'hui de manière sérieuse des schémas d'échanges territoriaux qui sont sur la table. Si les dents grincent chez certains dirigeants européens à l'approche du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump, d'autres affirment que les deux hommes sont les plus à même de trouver une issue au conflit. C'est le cas du chef de la diplomatie hongroise. Les présidents américains et russes sont actuellement les deux dirigeants capables de régler cette situation. Les responsables politiques européens ne peuvent pas la régler, car des dirigeants qui n'ont rien pu faire pendant 3 ans et demi et qui insistent pour continuer dans le même sens sont incapables de résoudre le moindre problème. Donald Trump a aussi fait savoir qu'il pèserait de tout son poids pour organiser prochainement une rencontre tripartite avec la participation, cette fois, de Volodymyr Zelensky. Et c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, tout l'univers numérique de RT en français. Merci de nous avoir suivis. Prochain point sur l'actualité dans une trentaine de minutes. Restez avec nous.